Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Informatique News du lundi 18 février. Chaque semaine, la rédaction décrypte l'information de la semaine et je le fais comme chaque semaine avec Guy Hervier, donc rédacteur en chef d'Informatique News. Alors le premier sujet de la semaine, Guy, c'est que on parle beaucoup de big data, d'IA. Derrière, il y a des data centers et ces data centers polluent beaucoup. Et effectivement, on le savait, mais c'est une nouvelle étude de l'EPA, donc c'est l'agence de protection de l'environnement américaine, qui a publié un rapport qui effectivement est pas alarmiste mais qui donne des données assez intéressantes. Et évidemment, il y a la construction de ces data centers hyperscale, comme on les appelle. Donc c'est les GAFA, des très gros data centers, et qui consomment énormément d'énergie électrique. Et quand on fait la somme de tout ça, l'ensemble des data centers consomment 3% de l'électricité dans le monde. Donc ça peut paraître peu, mais ce ne sont que des data centers. Et en fait, ça représente plus que le Royaume-Uni dans sa totalité. Donc ça, c'est une première donnée. La deuxième information intéressante, c'est que il y a en ce moment une évolution vers le cloud. Donc ça veut dire que les data centers existants chez les clients sont en train d'être éteints progressivement, et donc avec un transfert vers le cloud. Et dans cette évolution-là, évidemment, il y a un gaspillage important, puisqu'il y a des data centers qui continuent de tourner alors qu'en fait ils n'ont plus de raison d'exister. C'est ce qu'on appelle les serveurs comateux. Donc il y a ceux qui ne fonctionnent pas, puis il y a ceux qui fonctionnent toujours et qui ne sont pas utilisés. Et puis il y a un troisième point qui est que le cloud, c'est bien gentil, mais il y a aussi du gaspillage dans le cloud. C'est-à-dire qu'en gros, les utilisateurs finalement commandent des applications par un simple clic, puisque c'est ça l'intérêt du cloud, hein. Par un clic on commande des services, et puis après on oublie de les éteindre. On les allume, mais il faut les éteindre aussi. C'est un peu comme l'électricité, la lumière. Et le dernier point qui est intéressant, c'est que donc c'est à l'issue d'une enquête qui a été réalisée auprès des responsables de data center, et il y en avait une proportion assez élevée, plus de la moitié, qui n'était pas capable de dire le niveau de performance énergétique de leur data center. Donc on sait que s'il y a une mesure qui est assez simple, qui est un peu parfois discutée, mais enfin qui est simple, c'est plus on se rapproche de 1 et plus en gros l'efficacité du data center est maximale, et une majorité des gens n'étaient pas capables de donner ce point-là. Donc je dirais qu'on voit bien que il y a encore de gros progrès dans ce domaine qui peuvent être réalisés. Et encore, on ne parle pas du recyclage du matériel obsolète, des composants. Non, des composants, oui, ça c'est un autre domaine, et qui est abordé d'ailleurs dans la publication, et qui est peut-être lui encore plus préoccupant, parce que effectivement tous ces déchets électroniques, ils sont traités plus ou moins que mal dans parfois des conditions absolument déplorables. Alors, autre sujet de la semaine, le top emploi, un peu les métiers de la high-tech, de l'IT qui montent, et puis ceux qui sont en descente. Alors, donc c'est le cabinet Clémentine, donc qui est un cabinet de recrutement dans le domaine spécialisé dans le domaine de l'IT et du web. Alors ils bâtissent ça les tops et les flops. Donc les tops, il y a beaucoup de mots anglais, mais on va le lire en français. Donc il y a le chef produit, donc produit au sens produit informatique, c'est-à-dire application, solution. Il y a ce qu'ils appellent le Customer Success Management. Donc en gros, c'est la personne qui est chargée de s'assurer à ce que la mise en place de l'application soit conforme aux attentes du client. Et puis le troisième point qui surprendra personne, le troisième top, c'est architecture cloud. Donc ça surprendra personne. Les flops, c'est directeur d'exploitation. Donc là aussi, ça ne surprendra pas trop, parce que dans cette évolution assez forte vers le cloud, il y a de moins en moins de directeurs d'exploitation, enfin en tout cas de recrutement dans ce domaine. Et puis il y a aussi une autre fonction dont on parlait beaucoup, qui est le community manager, qui était vraiment, il y a 5-10 ans, qui était un profil très recherché, qui l'est beaucoup plus, parce qu'il est noyé dans beaucoup plus de choses. Il y a plus cette fonction très précise qui est recherchée aujourd'hui, c'est des compétences qui sont plus larges. Et on ne voit pas encore naître directeur IA ? Non, c'est pas... peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Alors justement, l'IA se répand partout, on en parle. Il y a Watson d'IBM. Là, l'autre actualité, c'est qu'on va retrouver donc Watson sur
les clouds concurrents. Alors c'est là, effectivement, c'était une conférence d'IBM à San Francisco la semaine dernière, et donc effectivement, Watson, c'est la solution d'intelligence artificielle, donc il y a plein de modules différents, mais solution d'intelligence artificielle d'IBM qui, jusqu'à présent, était proposée uniquement sur les plateformes IBM, donc soit on-premise, soit sur le cloud IBM. Et là, c'est une évolution qui paraît relativement logique. IBM va l'ouvrir à l'ensemble des opérateurs de cloud. Bon, ça évidemment, ça ne va pas se faire d'un clic, mais en tout cas, l'idée, c'est que les clients vont pouvoir accéder à Watson, Watson sur AWS, Watson sur Google Compute. Donc, ça paraît une évolution, évidemment, pour démultiplier le... Quel apport, oui, justement, de ce type de solution de Watson? Oui. Il y en a déjà un certain nombre en France. Par exemple, il y a un cas que cite beaucoup IBM, c'est le Crédit Mutuel. Donc c'est le traitement des emails, par exemple. Et ça se concrétise de manière assez simple. C'est-à-dire qu'un agent reçoit, je ne sais pas moi, 100 emails par jour, il ne va pas répondre à ces 100 emails. Donc l'idée, c'est que Watson va permettre de hiérarchiser en fonction de l'urgence et de C'est un support, quoi, une aide au conseil. Et du contenu, de la complexité du contenu. Donc sur ces 100 messages, il y en a peut-être 90 qui sont des réponses très simples, un peu comme fait Google sur les, vous savez, je ne sais pas si vous avez Gmail comme fournisseur. Si. Donc en gros, il y a des suggestions de réponses, c'est du style non merci, bravo, donc des réponses qui sont très simples et qui peuvent être automatisées. Donc si on peut déjà régler 90 et se pencher sur les 10 qui nécessitent un traitement plus complexe, donc Watson permet de faire ce genre de choses. Là, c'est plutôt la machine qui assiste l'homme, mais là, qui ne remplace pas. Qui ne remplace pas. Non, donc on va qui assiste. L'utilisateur augmenté, comme on dit. Voilà. Et là, l'autre actualité de la semaine, c'est que là, pour le coup, on a mis une machine face à un humain. Absolument. Pour un débat. Donc ça, c'était effectivement IBM qui essaye de populariser un peu ces avancées technologiques. Donc vous vous souvenez de Deep Blue, il y a plus de 20 ans, qui avait permis à une machine de battre Kasparov, le champion du monde des échecs. Plus récemment, il y a eu Jeopardy, donc IBM avait gagné là contre les champions du jeu américain Jeopardy. Et donc là, ça s'appelle Project Debater. Donc en gros, c'est Watson qui est capable d'analyser des quantités de texte extrêmement rapidement et de discuter. Donc vous vous souvenez du test de Turing. Donc finalement, là, il n'y a pas de test de Turing. On sait qu'on discute avec une machine et l'objectif, c'est d'être un meilleur débatteur que la machine. Donc c'est une initiative qui a été prise par IBM et le débat a eu lieu la semaine dernière. Le thème du débat, c'était faut-il subventionner les classes maternelles. Donc c'est un sujet politique très très général. Et donc c'est organisé comme un débat. Donc la machine a eu 15 minutes pour parler, l'homme 15 minutes, et puis droit de réponse, etc. Bon, il se trouve que là, c'est l'homme qui a gagné. Ce qui est rassurant. Ce qui est rassurant, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. IBM va perfectionner son système et la machine sera un meilleur débatteur que l'humain rapidement. Mais l'idée, et je pense que c'était là un point intéressant d'un des concepteurs du système chez IBM, l'idée, c'est pas de dire la machine contre l'homme, c'est la machine pour aider l'humain à prendre de meilleures décisions. Et c'est ça ce qui est intéressant, apporter des arguments pour prendre de meilleures décisions. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut qu'on le voit. Très bien. Autre actualité, c'est plutôt côté investissement, c'est Google qui poursuit ses investissements dans ses data centers. Oui, alors là, l'intérêt, c'est de montrer... on a annoncé à plusieurs reprises, quand il y a eu des projets nationaux dans l'intelligence artificielle ou dans des domaines différents, pour mettre en rapport les chiffres. Et là, on est quand même un peu... Enfin, on ne peut être qu'étonné. L'année dernière, Google a investi 9 milliards de dollars pour la construction de ces data centers. Cette année en 2019, donc c'est 13 milliards de dollars. Donc ce sont des chiffres absolument phénoménaux. Et là, on comprend que finalement, la réponse à la menace, entre guillemets, des GAFA et la volonté de vouloir être un champion en intelligence artificielle ou dans d'autres domaines,
ne pourra vraisemblablement être fait qu'au niveau européen, si on essaie de mettre... Parce que malgré tout, il n'y a pas que les moyens, mais les moyens sont quand même une composante essentielle pour arriver à concurrencer les États-Unis ou la Chine. Donc c'était des chiffres qui étaient quand même assez intéressants. Et Apple, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. C'est 10 milliards de dollars, je crois, en 2017. Donc ce sont des chiffres qui font réfléchir. Et on peut reboucler sur notre premier sujet avec la pollution de ces mêmes data centers. Effectivement. Voilà. Mais bon, ceux-là, bon, j'ai pas d'informations précises, mais effectivement, ces grands GAFA, ils ont, je veux dire, c'est un peu à l'état de l'art, ce sont des data centers un peu à l'état de l'art, donc on n'est plus dans le bricolage en assemblant des serveurs, tout, on a industrialisé un peu avec de la récupération d'énergie. Ouais, voilà. Des choses quand même assez sophistiquées. Guy, un autre sujet du moment, il y a une étude EY là, qui est sur la transformation des entreprises, un peu une comparaison, si j'ai bien compris, entre le secteur privé et le secteur public. Et on voit que les axes de transformation ou les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Oui, et on pouvait s'en douter. Alors d'ailleurs, effectivement, c'est transformation, vous avez bien dit, et bien entendu, nous on parle bien sûr de transformation numérique. Parce que le numérique est au cœur de tout ça, mais je dirais que c'est plus généralement la transformation des entreprises, parce qu'il y a plein d'autres composantes qui entrent en ligne de compte, sachant d'ailleurs que l'accompagnement au changement, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus compliqué que la mise en œuvre des technologies en soi. Et là, effectivement, comme vous disiez, c'est intéressant cette comparaison entre secteur public et secteur privé. Et bon, il y a pas mal de données dans cette étude, mais je dirais que, et ça surprendra personne, autant le secteur privé met l'accent sur l'amélioration de la relation client, et donc l'objectif c'est de vendre plus, bien sûr. C'est user et customer centric. Voilà. Et en revanche, dans le secteur public, c'est plutôt l'amélioration de la productivité et l'optimisation des process. Et on ne va pas être trop négatif, mais enfin, il y a pas mal de progrès à faire dans ce domaine-là, dans le secteur public. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est que dans les deux mondes, il y a des projets de transformation qui sont soit en cours, soit qui vont être lancés prochainement. Et il y avait une donnée aussi intéressante, c'était le délai de mise en œuvre de ces projets-là, qui a priori, enfin pas a priori, qui d'après cette étude est un petit peu plus rapide dans le secteur privé que dans le secteur public. Voilà, donc ce sont des données intéressantes qu'on peut consulter en détail dans cette étude de Ernst & Young Consulting. Très bien. L'événement à ne pas louper la semaine prochaine? L'événement à pas louper la semaine prochaine, je crois que tout le monde le sait, c'est le Mobile World Congress à Barcelone. Qui a lieu chaque année. Donc maintenant, c'est vraiment, je vois, avec le CES, c'est sans doute l'un des événements phares dans nos domaines des technologies. Donc évidemment, c'est le mobile, qui est organisé par la GSM Association. C'est plus de 250 industriels, 850 opérateurs mobiles, donc c'est quelque chose de considérable. Et donc ça a lieu la semaine prochaine du 25 au 28 février. Et bien entendu... les thématiques qui ressortent Oui, je pense que ça ne va pas vous surprendre. C'est une thématique dont on a déjà parlé depuis 2-3 ans, c'est la 5G. La différence cette année avec les années passées, c'est que les années passées, c'était un peu des projections sur la 5G. Là, on a déjà des réalisations, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérateurs, à la fois aux États-Unis, en Asie, qui ont ouvert des réseaux 5G grandeur nature, pas à un échelon national, mais sur de grandes métropoles. Donc ce serait intéressant là de parler de choses concrètes. Évidemment avec tout ce qui peut être décliné au-delà de la 5G, ça peut être l'Internet des objets qui peut utiliser la 5G, ça peut être les véhicules autonomes, ça peut être les opérations à distance, donc il y a tout un tas d'applications, mais le thème de la 5G sera évidemment le thème majeur de ce salon, qui est le salon à ne pas rater, bien sûr. Très bien. Guy, il y a un vieil adage chez les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est un peu le coup de gueule de la semaine, c'est le CLUSIF, donc le club des experts de la sécurité. Oui.
qui a eu une petite faille de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Elle est Oui. sortie dans En le fait, Canard. c'est le Canard enchaîné qui a sorti, effectivement. Alors c'est à la fois anecdotique et un peu problématique. Effectivement, le Clusif, comme vous le disiez, c'est l'un des 2 clubs de responsables sécurité en France. Et donc, en gros, qui s'est fait un peu, c'est un peu l'arroseur arrosé. Par le biais de simples requêtes, on pouvait télécharger Vous pouvez trouver en faisant une recherche Clusif CSV, on trouvait les données sur le web, quoi. Voilà, exactement, c'est aussi simple que ça. Et donc, on comprend bien, c'est des RSSI parfois d'organismes un petit peu... voilà. Et donc, on pouvait récupérer les données. Donc, effectivement, c'est à la fois anecdotique, et puis, mais c'est pas, ça montre que la sécurité est malgré tout un problème récurrent. On le dit en permanence, mais c'est quand même... c'était... Enfin, amusant, si je puis dire, entre guillemets, mais comme vous disiez, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Les RSSI peuvent aussi faire un peu profil bas, parce que ça peut arriver un peu à tout le monde. Souvent, ça semble être le cas à venir d'un sous-traitant. Mais alors là, bon, c'est exclusif, mais effectivement, on avait vu par exemple Altran qui s'était fait prendre. Donc Altran, c'est une société d'ingénierie industrielle très pointue, donc qui a eu des gros problèmes de sécurité. Donc les compagnies aériennes, enfin, c'est pas la PME du coin de la rue. Et donc, ça arrive tout le temps. Donc on imagine, on peut donner un conseil à un peu tous ces clubs qui sont dans le club IT ou non, de faire passer un peu leur site au pen testing. Comme ça, ils verront, en fait, ils pourront prévenir un peu ce style de risque. Merci Guy, merci pour ce panorama de la semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Informatic News.